Ceci n'est pas pour vous. La première phrase écrite dans ce livre représente aussi bien l'histoire du livre que celle de la publication. C'est un livre difficile à lire, difficile à comprendre, difficile à résumer. Chaque page, chaque ligne tente de te perdre dans un labyrinthe psychologique. Peut-être que réellement, cette œuvre n'est pas faite pour nous. La publication du livre fut assez compliquée pour Mark Z. Danielewski. En effet, le livre lui a presque pris 10 ans à écrire, 9 ans et 8 mois pour être exact. Mais quand il est allé à des maisons de publication, des choses comme ça, il s'est fait complètement refuser la publication plusieurs fois d'affilée. Il va finir par publier son livre sur Internet, en donnant même quelques versions papier à des groupes dits un petit peu plus underground, mettons. Le livre va avoir attiré l'attention de beaucoup de gens, surtout sur Internet, en tant qu'œuvre de fiction mystérieuse qui vient un petit peu de nulle part, pour finalement se faire publier et connaître tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ironiquement, dans le livre lui-même, il y a un petit groupe de punk un petit peu underground qui sont en possession du livre, qui le montre à l'un des personnages principaux qui a le script du livre dans ses mains. Oui, c'est compliqué, oui, j'y viendrai. La Maison des Feuilles est parue en 2000, le 7 mars pour être exact. Pourtant, presque 25 ans plus tard, aujourd'hui donc, le livre est toujours considéré comme un pilier de l'horreur moderne, puis des ARG sur Internet. Intermission! Qu'est-ce qu'un ARG? Un alternate reality game, ou en français, un jeu en réalité alternée, est un récit alternatif en ligne qui met à profit le monde réel comme une plateforme et utilise une narration transmédia pour livrer une histoire qui peut être modifiée par les idées ou les actions des joueurs. On s'entend que ça voulait rien dire. En gros, c'est une chasse au trésor, mais la plupart des indices vont plutôt être cachés en ligne, donc soit sur des sites internet assez étranges, dans les lignes de code de ce site-là, dans des liens cachés, etc. Ça pourrait être par exemple aussi dans des comptes de réseaux sociaux, des retranscriptions de messages audio passés au spectrogramme, ou encore bien d'autres manières assez créatives et inventives de cacher des indices en ligne. Donc, la Maison des Feuilles est ce qu'on appelle de la littérature ergodique, ce qui signifie en gros qu'il y a un effort supplémentaire qui est nécessaire que de simplement lire le livre pour comprendre toutes les nuances. Ça le rend assez difficile à résumer, hein, évidemment, parce que tu es tout le temps en train de rechercher quelque chose, soit sur Internet, rechercher si la note de bas de page mène à une source qui existe. Parfois, il peut y avoir certaines formes d'écriture assez abstraites, il va y avoir des notes de musique dans le livre, etc. Donc, parfois, vraiment, le résumé, c'est pas très précis. Si je devais résumer La Maison des Feuilles le plus rapidement que je pourrais, ça serait une histoire à propos d'une personne qui trouve un livre qui raconte l'histoire d'un film à propos d'une maison qui elle-même cache quelque chose. Quoi? La première histoire dans le livre, c'est le livre lui-même qui existe dans l'univers du livre, donc La Maison des Feuilles, écrit par le personnage de Zampano et non par Mark Z. Danielewski comme la réalité le dit. Zampano, c'est un homme aveugle. Il l'analyse avec une approche relativement académique, un film d'horreur psychologique / un documentaire, on n'est pas vraiment sûr, qui s'appelle le Navidson Record. Le meilleur exemple pour montrer le type d'analyse qu'il fait est quand il passe plusieurs pages à expliquer en détail les calculs mathématiques de l'écho, pour seulement montrer que le cri d'un enfant dans le film semble venir de trop loin dans la maison pour être quand même dans la maison, même si le cri résonne comme si c'était dans la maison. La deuxième histoire racontée dans le livre, c'est celle que j'ai personnellement préférée entre toutes les histoires qu'il y a dedans. C'est celle du Navidson Record, donc le film en lui-même, dont Zampano fait l'analyse dans tout le livre.
La deuxième histoire, celle que j'ai personnellement préférée, c'est celle du Navidson Record, le film que Zampano nous décrit pendant toute l'analyse. Zampano nous décrit la plupart des scènes du film, tout au travers du livre, entrecoupé de son analyse personnelle. Dans le film, il y a une famille qui emménage dans une nouvelle maison. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre dans la plupart des films d'horreur ou etc., la maison n'est pas hantée. À la place, la maison fait juste s'agrandir tout le temps, mais seulement à l'intérieur. Au début, il y a juste une petite salle de storage qui apparaît, qui se trouve pas dans les plans de la maison, puis qui n'était pas lors de leur dernière visite. Puis, avec le temps, le personnage de Will Navidson réalise que la superficie à l'intérieur de la maison, une fois qu'il a calculé toutes les pièces, est supérieure à celle de l'extérieur. On peut dire qu'il y a trop de maisons dans sa maison. Au fil du temps, la famille réalise qu'il y a un long corridor qui semble être apparu sur le mur direction nord du salon, qui mène à l'extérieur normalement. Donc, j'ai dit que c'était sur le mur nord, mais ça peut être aussi sur le mur ouest. J'ai un petit peu menti. La porte peut être à deux endroits différents, j'explique. Dans le corridor de 5 minutes et demie, c'est un teaser pour le film de Navidson Record qui est écrit dans le livre lui aussi. En gros, le mur se retrouve dans cette version-là sur le mur ouest, alors que dans le film décrit, c'est sur le mur nord. Dit comme ça peut sembler comme une erreur vraiment banale, mais dans le livre, tous les détails peuvent compter, même que Zampano prend le temps de relever cette erreur dans le film. Je trouve que l'incertitude, c'est quelque chose qui rend le livre vraiment incroyable. Peu à peu, des explorations de plusieurs jours s'ensuivent, leur faisant découvrir des corridors infinis qui grandissent, qui rapetissent, qui descendent, qui montent, qui changent constamment, mais encore et toujours dans une architecture un petit peu brutaliste, minimale. Tout est de noir, un noir qui absorbe le peu de lumière qui peut entrer dans ces lieux. La troisième et dernière histoire est celle de Johnny Herron. C'est un jeune homme plutôt traumatisé qui tombe sur les écrits de Zampano une fois qu'il meurt, puis qui commence à avoir une presque obsession pour le livre. À l'intérieur, il note des choses importantes, personnelles ou des potentielles erreurs dans les écrits de Zampano, et encore bien d'autres choses. Ça peut aller vraiment de j'ai des troubles avec ma mère jusqu'à oh là là, ça c'est un F alors que c'est supposé être un S. Donc, ces écrits semblent un petit peu aléatoires. Au fil du temps, il se rend compte que la plupart des sources citées dans le livre, ils ne semblent pas exister. Les gens cités comme collaborateurs, ils ont pour la plupart jamais entendu parler de Zampano. Et encore plus important, le Navidson Record, il n'existe pas. Ils n'en trouvent aucune trace en ligne, dans les bibliothèques, dans des journaux. Pourtant, le livre cite plusieurs dizaines d'analyses de l'histoire et de scènes spécifiques, plusieurs personnes qui auraient passé une partie de leur vie à essayer de comprendre si le Navidson Record était réel ou si c'était de la mise en scène, etc., etc. C'est un mystère assez étrange pour lui, hein. Ça et plusieurs autres éléments, par exemple sa consommation et aussi son passé, le pousse doucement vers une genre de folie presque obsessionnelle. Chaque partie de l'histoire se superpose un petit peu dans chaque chapitre, ce qui peut pour beaucoup mélanger vraiment, puis qui crée une sorte de déconnexion pendant tout le long de la lecture. Si ça semble déjà assez complexe à suivre, vous inquiétez pas, ça empire. Regardez comment le livre est écrit. On en vient donc à la raison qui me fait adorer ce livre. Je vous le conseille. Du début à la fin, l'univers entier du livre essaie de te perdre dans ses méandres. Comme si le labyrinthe infini décrit par Zampano se retrouvait dans le livre lui-même. Comme si le livre était une incarnation de la maison. Des codes cachés, des notes de bas de page à la mauvaise page ou encore qui mènent à des articles qui n'existent pas. Tout est mis en place pour t'absorber dans l'univers, pour jouer avec tes habitudes de lecteur. C'est un excellent livre quand tu lis beaucoup de livres.
Aussi, ça c'est peut-être juste quelque chose de plus personnel, mais j'ai trouvé que le fait que le livre soit complètement décousu à certains moments faisait vraiment te sentir comme si toi-même tu te retrouvais dans le labyrinthe, encore une fois celui qui est décrit dans le livre. Dans la plupart des histoires d'horreur, les personnages expérimentent des événements qui sont terrifiants, visibles, qu'ils peuvent ressentir. Dans ce livre, c'est complètement l'inverse. L'horreur est plus dans le manque d'informations sur la menace, plutôt que dans la menace elle-même. Tu sais pas ce qui s'en vient. Tu sais pas s'il y a un monstre, tu sais pas s'il y a vraiment une fin à ce labyrinthe-là. Tu sais pas s'il y a quelque chose d'important au fond du labyrinthe. Tout le long, tu te dis « Hey, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. » Puis plus tu avances, plus tu te rends compte que c'est juste vide. Tout, c'est un trou infini, c'est terrifiant, il n'y a rien. Pas une seule fois est-ce qu'on peut voir un monstre, un fantôme ou quelques autres créatures qui pourraient nous terrifier, mais la peur est tout le temps persistante, comme si quelque chose pourrait arriver à n'importe quel moment, comme si l'environnement était hostile. Donc, au final, je pense que la raison principale pour laquelle j'ai adoré ce livre-là, c'est que vraiment, c'est un terrier de lapin. Hein. Tu peux t'immerger complètement dans l'histoire puis continuer à ne pas comprendre. Même en allant sur des sites spécialisés sur des livres, même en allant sur Reddit où est-ce que les gens ont souvent la solution, les gens ont encore de la misère à comprendre. Les gens sont pas d'accord sur ce que ça signifie, sur ce que tout veut dire. Les gens ils cherchent encore 25 ans plus tard. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les gens cherchent encore des réponses à certaines questions qui se posent depuis 25 ans. Donc, peut-être le mystère, c'est ce qui est le plus important dans ce livre-là. Peut-être que de savoir ruinerait un petit peu le livre. Peut-être que c'était pas pour nous. Bref. Merci d'avoir écouté. Hein? J'espère que c'était intéressant.